Comme à chaque élection présidentielle depuis 1974, Lutte ouvrière présente une candidate. Longtemps, ce fut l'inoxydable Arlette Laguillié. En 2012, c'est Nathalie Arthaud qui l'a remplacée. Cette agrégée d'économie est candidate pour la 3e fois. Avec 0,6% d'intention de vote, elle ne bousculera pas le jeu électoral, mais là n'est pas son intention. Pour Lutte ouvrière et sa porte-parole, la présidentielle est d'abord et surtout une occasion de se faire entendre. Je me suis donc rendu au siège de l'organisation trotskiste à Pantin pour prendre des nouvelles de la Révolution et savoir comment ces héritiers de la Révolution russe regardaient l'invasion de l'Ukraine par les chars du Kremlin. Nathalie Arthaud, bonjour. Bonjour. Comment fait-on pour arrêter la guerre en Ukraine ? Alors, c'est une question qui me fait toujours quand même vraiment sourire parce que on passe, mes intervieweurs passent leur temps à dire que de toute façon, Lutte ouvrière, on n'est rien, je suis à 0% dans les sondages, mais on me demande d'arrêter la guerre. Ça me fait toujours quand même... Vous avez peut-être des propositions ? Ça me fait assez sourire. Voilà. Et ce qui me fait aussi, là pas sourire, mais qui me met en colère, c'est que ce sont ceux qui ont créé les conditions de cette guerre et qui ont plongé le peuple ukrainien dans cet enfer, et ça dans un engrenage qui est en place en fait depuis déjà des dizaines d'années, qui me demandent là, et oui, quelle est l'idée, moi, pour arrêter la guerre, qui sont incapables eux-mêmes d'arrêter. Voilà. Alors moi, en tout cas, ce qu'il faudrait chercher à faire, c'est de s'appuyer sur l'aspiration à la paix qui existe à la fois dans le peuple russe et dans le peuple ukrainien. J'ose espérer que cette aspiration à la paix existe encore, et pour permettre au peuple de se parler par-dessus la tête de leurs dirigeants, et je dirais contre, en fait, la tête de leurs dirigeants. Donc voilà, en tout cas, moi, je pense que là, l'objectif, c'est bien sûr, là, aujourd'hui, de tout faire pour empêcher un bain de sang. Et moi, c'est-à-dire que j'essaierai de faire exactement l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, sur tous les plateaux de télé, on n'entend que des va-t-en-guerre. Voilà, il suffit d'allumer sa télévision ou sa radio pour entendre une espèce d'hystérie guerrière. Il faut y aller, il faut plus d'armes. Bon, alors on n'est pas en guerre, mais on l'est quand même. Vous voyez. Donc, et moi, je trouve que c'est criminel. C'est criminel parce que, oui, ils poussent au crime, tous ces gens-là. Mais est-ce qu'il faut, par exemple, livrer des armes aux Ukrainiens ? Le problème, c'est qui livre des armes à qui ? Voilà, c'est ça la question fondamentale. Moi, je comprends... Les Allemands, par exemple, vont livrer des missiles anti-chars, des missiles sol-air, et en quantité sous couvert de impressionnante. l'Union européenne, avec l'assentiment de la France, sans doute de l'OTAN et sans doute des États-Unis. Tout ça, c'est un seul et même camp. Le camp occidental, le camp impérialiste occidental. Bon, alors moi d'abord, je tiens à dire que je comprends tout à fait la demande des Ukrainiens, de tous ceux qui se terrent, qui sont dans l'angoisse, qui sont terrorisés aujourd'hui par l'avancée des troupes russes. Et je comprends leur désir de se défendre, de se protéger. Tout à fait, je le comprends. Mais clairement, aujourd'hui, ceux qui tirent les ficelles, ce sont les états-majors des puissances impérialistes. Et ils ne tirent pas ces ficelles pour les beaux yeux du peuple ukrainien. Ils n'en ont rien à faire du peuple ukrainien. Exactement comme ils n'en ont rien à faire du peuple afghan, comme ils n'en ont rien à faire du peuple libyen, comme ils n'en ont rien à faire du peuple au Yémen. Parce qu'au Yémen, il y a une guerre aussi. Il y a une guerre. Et vous remarquerez que les livraisons d'armes, ce n'est pas pour le peuple ukrainien. C'est pour l'Arabie saoudite qui bombarde. Voilà. Donc, à chaque fois, dans ces conflits-là, il faut bien réaliser que ceux qui tirent les ficelles, alors il y a d'un côté, il y a bien sûr toujours l'impérialisme, c'est le plus puissant. Il est toujours là. Il y a deux impérialismes. Toujours là. Et il y a l'impérialisme russe. Il y a le chef de la bureaucratie russe, oui, le grand Poutine, qui se prend pour le futur tsar du XXIe siècle, en effet, et qui a fait le pas décisif vers cette guerre fratricide. Donc évidemment, je n'accepte absolument pas qu'on me range de quelque façon que ce soit dans ce camp-là. Mais il y a cette rivalité-là, et il ne faut pas l'ignorer. Et il ne faut pas ignorer que ces livraisons d'armes, elles auront un prix.
elles auront un prix pour le peuple ukrainien. Et le prix pour le peuple ukrainien, ça sera d'être sous la férule de la puissance impérialiste. Donc moi, je suis pas dupe de tout ça. Oui, mais les impérialistes, ils sont toujours su faire. comment fait-on pour aider les Ukrainiens? Comment fait-on? On fait la révolution. Et voilà, moi, je n'ai pas d'autre solution. Mais en tout cas, ni le camp Poutine, ni le camp impérialiste ne représentent les intérêts des peuples. Jamais, jamais, jamais. Alors, vous savez, moi, dans toutes ces guerres, on est toujours piégé, de toute façon, par les gouvernants, par nos maîtres. Toujours, toujours. Comment s'en est-on sorti au moment de la Première Guerre mondiale? Par la révolution. Et c'est la révolution russe dont nous réclamons, et la politique de Lénine, et la politique des révolutionnaires bolcheviques, qui a donné une porte de sortie vers le haut au peuple russe d'abord, mais à tous les peuples en réalité, parce qu'ils ont précipité la fin de la guerre. Et c'est cette politique-là qui a consisté à dire, finalement, on va retourner nos armes contre nos dirigeants, contre nos gouvernants, qui ont créé cet enfer, qui nous ont envoyés à la boucherie. C'est en retournant nos armes contre eux qu'on va pouvoir sauver notre peau et qu'on va pouvoir changer la société. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin dans ce conflit-là. Certes, mais c'est le seul. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Et sans ce chemin-là, on est voué. L'Ukraine, le peuple ukrainien est voué à être la proie, soit de la bureaucratie russe, soit de l'impérialisme occidental. J'entends votre analyse, mais concrètement, là, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait, premièrement, pour aider les Ukrainiens et deuxièmement, pour éviter l'extension du conflit? Encore une fois, si on veut aller vers la paix, faut pas plus de guerre. Hein. Voilà, faut pas plus de guerre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand il nous explique là qu'on va radier les sportifs russes de toutes les compétitions internationales, mais ils y sont pour quelque chose dans cette guerre. Ils l'ont voulu, cette guerre. Qu'est-ce que c'est cette exacerbation nationaliste? Qu'est-ce que c'est cette politique de confondre les peuples qui n'y sont pour rien avec leurs dirigeants? Leurs dirigeants qui ont prouvé de A à Z que de toute façon, ils étaient prêts à ratatiner leur propre peuple. Parce que ça, il faut le dire aussi, que Poutine, bien sûr que Poutine, il a enfoncé son pays, c'est les travailleuses, les travailleurs russes, dans la misère. Et c'est vrai aussi d'ailleurs du gouvernement ukrainien. Bon, maintenant, aujourd'hui, on nous dit le gouvernement ukrainien, Zelensky, il est magique, c'est un héros, c'est un grand défenseur du peuple ukrainien. Bon, il a laissé quand même son peuple dans la misère. C'est le salaire minimum, là, on est à 300 €, c'est les retraités, mais d'ailleurs on voit la misère, on voit la pauvreté. Alors ça, c'est le miracle des guerres, c'est de nous souder derrière tous les gouvernements, aussi corrompus soient-ils, aussi méprisants soient-ils vis-à-vis de leur peuple. Ça, c'est le réflexe automatique. Vous renvoyez le président ukrainien et le président russe dos à dos? Moi, je suis très attentive à ce que ressentent et à la souffrance du peuple ukrainien aujourd'hui. Et je leur donnerai jamais de leçons. Je leur ferai jamais de leçons. Donc, je ne vais pas m'autoriser à leur dire voilà ce qu'ils devraient penser de Zelensky ou ce qu'ils ne devraient pas penser. Ce que je sais, moi, c'est que ici, il y a une réécriture de l'histoire. Il y a de la manipulation grossière, de la propagande qui correspond à cette hystérie guerrière qui a apparemment qui a contaminé aujourd'hui tous les commentateurs, un certain nombre de dirigeants politiques. Moi, je ne participe pas à ça. Et si, moi, en tout cas, si demain, la guerre venait effectivement à s'étendre et à nous concerner, parce que c'est possible, et ça fait partie des inquiétudes et des angoisses, moi, en tout cas, je peux vous dire que jamais, jamais, je me rangerai, je ferai l'union sacrée derrière un Macron qui est capable de dire quoi? Aux pauvres, aux chômeurs, vous n'avez qu'à traverser la route, il faut vous contenter de ce que vous avez, et puis finalement, vous le méritez, mais il n'y a aucune confiance à faire dans nos propres dirigeants. Donc moi, c'est mon premier réflexe, ma première ligne de conduite. Je balaye devant ma porte. Quand mon propre dirigeant, le camp qu'il représente, s'autorise là à parler au nom du peuple ukrainien, mais je ne marche pas. Les sauveurs, mais c'est une plaisanterie. Voilà, je ne vais pas reprendre le raisonnement, mais ils ont joué avec la peau du peuple ukrainien. Revenons un instant à la Russie, parce que vous parliez tout à l'heure de la révolution russe, vous êtes trotskiste, donc ça a une importance dans votre histoire, dans l'histoire de votre mouvement. Comment vous caractérisez aujourd'hui la Russie? C'est une dictature, c'est une autocratie, une oligarchie, c'est un État capitaliste. Vous le rangez dans quelle catégorie? C'est une dictature féroce, où on a eu une bureaucratie
qui a dépecé toutes les plus gros joyaux industriels et commerciaux à leur profit. Voilà, les fameux oligarques. Oligarques russes, on en a du côté de la Russie et du côté de l'Ukraine aussi. Bon, souvenez-vous de Timoshenko, la princesse du gaz. Bon, donc ces oligarques, ils ont taillé leur fief là, voilà, et ils ont été ils ont été repris en quelque sorte en main par la bureaucratie qui compte pas non plus se laisser faire et être privé du gâteau. Voilà. Donc, mais c'est une dictature féroce, vraiment contraire aux intérêts du peuple russe. Et vous voyez, moi, le discours de Poutine, quand il a justifié son invasion dans l'Ukraine, je l'ai trouvé très, très intéressant, très instructif. Parce que finalement, Poutine, il se revendique de qui ? Il se revendique de la politique stalinienne. Il se revendique de cette politique qui a consisté à remettre l'étau et à remettre le couvercle sur les peuples, qui a même conduit à déplacer des peuples, qui a conduit dans certains coins à même une épuration ethnique. Ça, c'était la politique de Staline. Et Poutine l'a bien expliqué. Il a expliqué que le péché originel, c'était Lénine, c'était les révolutionnaires qui avaient fait cette bêtise, dixit Poutine, d'accorder l'indépendance à l'Ukraine, de dire, et de mettre en réalité le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et bien moi, tout ça, pour moi, si vous voulez entendre ça de la bouche d'un Poutine, mais c'est une reconnaissance du progressisme qu'a été cette politique révolutionnaire bolchevique entre 17 et 1920, 1921. Voilà, mais tout à fait. Pour moi, c'est l'hommage du vice à la vertu, en quelque sorte. Voilà. Et vous voyez, moi, justement, alors, c'est rare que je puisse m'exprimer jusqu'à expliquer tout cela, mais c'est ça une politique révolutionnaire. Une politique révolutionnaire, c'est à la fois permettre aux travailleurs de prendre le pouvoir, vraiment sur leur vie, sur la société, etc. Et puis, il y a toute une série de micro-révolutions, de émancipation. Et l'émancipation des peuples en fait partie. Et il y a eu une politique, mais volontariste, de la part des bolcheviks, de permettre au peuple, y compris qui n'avait pas de langue écrite, d'en avoir une. La langue parlée par le petit peuple, d'avoir une langue écrite, de pouvoir justement déployer leur culture, leur tradition librement. Et franchement, citez-moi un seul gouvernement qui a volontairement dit à une composante, un des peuples qui existait sur son territoire, si vous voulez, prenez votre indépendance, faites sécession. Vous en connaissez ? Il y a seulement le gouvernement révolutionnaire né par la Révolution de 1917. Alors moi, c'est la raison pour laquelle, pour nous, cet héritage, c'est un héritage fantastique. Et voyez, s'il y avait un parti en Ukraine, en Russie, ici en France, qui défendent, qui existent et qui permettent à tous ceux qui, justement, sont pas dupes du bras de fer et d'être le jouet de l'impérialisme, de la bureaucratie, s'il y avait un parti qui proposait cette perspective-là, peut-être qu'il serait une troisième voie, une voie révolutionnaire qui s'offrirait véritablement aujourd'hui au peuple ukrainien et au peuple russe. Il n'y a pas ce parti. Il n'y a pas, et c'est la raison pour laquelle il faut le reconstruire. Et c'est la raison pour laquelle nous, même minoritaires, même à contre-courant, ces idées-là, pour nous, elles sont vitales. Mais alors justement, vous êtes révolutionnaire, on est bien d'accord. Je vous confirme, d'ailleurs, je pense que c'est sans ambiguïté. Pourquoi se présenter à l'élection présidentielle dans ce cadre-là ? Pourquoi pas ? Même dans l'urne, on peut dire « je suis révolutionnaire ». Même dans l'urne, on peut dire « il faut renverser cette société capitaliste ». Vous ne voulez pas arriver au pouvoir démocratiquement ? Démocratiquement, bien sûr que si. Bien sûr que si, je vais arriver démocratiquement. Mais la vraie démocratie, qu'est-ce que c'est la vraie démocratie ? La vraie démocratie, ce sera les travailleurs mobilisés et agissants. Ce ne sera pas les travailleurs qui remettent leur sort dans je ne sais quel sauveur suprême. Ce sera les travailleurs mobilisés et agissants. Ce sera la seule et vraie démocratie. Ah mais vous voulez carrément me mettre dans le camp des gens qui sont pas démocrates ? Non, je vous pose la question. Je comprends très bien je comprends très bien que vous soyez révolutionnaire. Ce que j'ai du mal les révolutionnaires, à comprendre. ce sont les plus grands démocrates. Les révolutionnaires, ce sont les vrais démocrates. Eh ben oui. Parce que c'est quoi la démocratie ? L'histoire nous a souvent montré le contraire, quand même.
Parce que vous mélangez Staline et les révolutionnaires Non, mais il y a bolcheviques. des tas de révolutions qui ont mal tourné. Moi, je pense à la révolution sandiniste, qui était, par exemple, très prometteuse au départ. Et quand vous regardez ce qu'est devenu le sandinisme Elle était au prometteuse Nicaragua, pour vous, mais nous ne nous y sommes jamais trompés, figurez-vous. Ni Cuba, ni la Chine, etc. Parce qu'on fait la différence, précisément, entre l'action des masses organisées dans leur propre assemblée, qui d'ailleurs surgit de la mobilisation et du mouvement, avec un appareil politique qui peut-être se proclame révolutionnaire et progressiste et qui explique qu'il va faire les choses à la place du peuple. Nous n'avons jamais confondu cela. Et nous faisons partie d'un courant trotskiste, et c'est la raison aussi pour laquelle on est organisé autrement, et on s'est séparés, y compris de la Ligue communiste révolutionnaire, mais parce que justement, on tenait absolument à marquer que, non, tout ça, ça ne se confond pas. Ça ne se confond pas. Alors bon, juste une chose aussi, la démocratie, qu'est-ce que c'est la démocratie ? Alors, on est en démocratie aujourd'hui, notre belle démocratie bourgeoise. Vous avez le droit de voter tous les 5 ans, mais quand vous êtes dans une entreprise, vous avez le droit de rien dire, de rien décider, même pas sur vos salaires, même pas sur vos conditions de travail, même pas sur la façon de faire votre boulot. C'est ça la démocratie. La démocratie qui consiste à ne même pas savoir où passe le fruit de notre labeur. On fabrique toutes les richesses, on fabrique ces profits, ce pognon-là, et on n'a pas le droit de savoir où il part. C'est pas la démocratie, ça. Ça, c'est la démocratie à la sauce bourgeoise. Moi, je suis démocrate, mais je suis pour la démocratie ouvrière, vous voyez. Alors, oui, je suis démocrate. J'entends, Nathalie. Et la révolution, pour moi, elle est indissociable d'une démocratie véritable, en marche. Comment ça se fait que le plus grand mouvement social qui a traversé la France depuis mai 68, les Gilets jaunes, vous ayez été singulièrement absent de ce mouvement? Comment ça se fait qu'on n'ait pas vu... Quel est-il, ce mouvement? De quel mouvement parlez-vous? Je vous parle des Gilets jaunes en décembre 2018, qui s'est poursuivi en 2019. Quel regard vous portez sur ce mouvement social qui a été le plus fantastique mouvement social que la France ait connu depuis mai 68? Et votre organisation, peut-être y avait-il des militants, mais en tout cas, en tant qu'organisation, vous n'êtes pas apparu dans ce mouvement. Mais quelle est l'organisation politique qui est apparue dans ce mouvement? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous autorise de dire que notre mouvement n'est pas apparu dans ce mouvement? Quel est l'autre... Quel mouvement politique et organisation politique est apparu dans ce mouvement? Ah non, moi je vous pose la question par rapport à la vôtre. Moi je vous renvoie la question. Je veux dire que aucun mouvement politique. Vous êtes révolutionnaire. Nous avons eu un mouvement social de masse extrêmement radical. Et j'étais étonné de ne pas voir Lutte ouvrière, d'une manière ou d'une autre, en train non pas d'encadrer ce mouvement, mais en tout cas encadrer ce mouvement. Non, je dis, sûrement pas justement dans notre objectif. Je viens de dire l'encadrement. Je viens de dire non pas d'encadrer. Je viens de dire non pas d'encadrer ce mouvement, mais de lui donner des directions ou de tracer, je dirais, un horizon pour qu'il ait un débouché politique. Voilà. C'est le rôle d'un militant révolutionnaire. En tout cas, c'était comme ça que Lénine le concevait, c'est-à-dire une espèce d'avant-garde éclairée qui permet au mouvement de masse d'avancer, de mûrir, de se structurer et de prendre le pouvoir. C'est un peu ça, le schéma révolutionnaire. En tout cas, d'offrir une politique et des perspectives révolutionnaires, ça, je vous confirme. Voilà. Ça, je vous le confirme. Et je me dis... Quelle faillite de... Alors, il n'y a pas que vous, tous ceux qui... je pense à M. Poutou, je pense à tous les petits mouvements révolutionnaires qui existent en France et qui pariaient sur un mouvement social d'une ampleur, je le répète, inégalée. Et on ne vous a pas vu exister dans ce mouvement-là. Parce que vous n'avez pas bien regardé, ou en tout cas pas dans la bonne direction, tout simplement. Voilà. C'est parce que nos camarades sont bien sûr allés discuter sur les ronds-points, parfois sur toute la durée, mais on a eu une politique, et on l'a défendue, avec les Gilets jaunes, qui étaient dans les manifestations du samedi, ou sur les ronds-points, ou au péage, etc., et avec les Gilets jaunes qui étaient dans les entreprises. Parce qu'il y en avait aussi des Gilets jaunes dans les entreprises, sauf que leurs Gilets jaunes, quand ils rentraient dans l'usine, ils le laissaient dans la voiture. Et nous, notre combat pendant ce mouvement, ça a été dire que cette contestation sociale, il fallait qu'elle rentre dans les entreprises. Il ne fallait pas qu'on laisse notre gilet jaune sur notre pare-brise. Il fallait qu'on le porte aussi
dans les entreprises. Parce que là, on a une force, mais inégalée. C'est que vous comprenez que quand les femmes et les hommes qui ont constitué ce mouvement des Gilets jaunes, ils devaient se donner un rendez-vous. Mais là, le patron, c'est lui qui nous donne rendez-vous. Il nous donne rendez-vous par 500, par 800, par 1000 dans certaines usines. Il nous rassemble, il nous réunit tous les jours. Mais prenons le temps de discuter, prenons le temps de nous réunir, prenons le temps de faire des assemblées générales, prenons le temps de nous interroger. Dans ce mouvement-là, sur le pouvoir d'achat, nous n'avons pas, nous, les travailleurs, un combat à mener. Nous n'avons pas, nous, à demander des comptes au patron. Donc, c'est cette politique-là. Vous savez, nous, on a milité sur ce terrain ô combien, parce qu'on savait que pour que ce mouvement des Gilets jaunes ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, il fallait pouvoir attaquer le système au cœur même du système. C'est-à-dire là où on fabrique le fric. Vous n'y êtes pas arrivé. On n'y est pas arrivé, ni nous, ni même la force inspirante, je pense, des Gilets jaunes. Mais ça, vous ne pouvez pas nous reprocher notre petitesse ou je ne sais trop quoi. Si on discute politique, moi je vous rendais compte sur la politique que nous avons défendue et nous avons défendu celle-là. Et je pense qu'en effet, c'est la bonne politique. Donc ce projet-là, très clairement, ça sera, si on arrive, à inverser le rapport de force avec la classe capitaliste, à stopper sa course au profit, à stopper sa rapacité. Et ce levier-là, on l'a effectivement parce qu'on les fabrique, leurs profits, parce qu'on crée leur richesse. Et on a ce pouvoir-là de dire on marche plus, on arrête la grève, effectivement la grève générale qui se répand, les occupations d'usines. Là, on a de quoi se faire craindre de la classe capitaliste qui commande tout le système. Ouais, Macron, c'est un fusible. Macron, on peut le changer, il sera changé demain, je ne sais pas. Mais il peut être changé. Ça ne changera rien. Ça changera rien. On a eu Sarkozy, Hollande, Macron. Ils ont fait la même politique. À chaque fois, on se dit « Ah, c'est le président des riches ». Bah oui, bien sûr, ils sont tous présidents des riches. Aussitôt qu'ils s'assoient dans le fauteuil présidentiel, ils deviennent le président des riches. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société qui est dominée par la classe capitaliste. Est-ce que vous avez lu la lettre d'Emmanuel Macron ? Oui. Et alors ? Écoutez, pour moi, c'est un non-événement. Par contre, ce qui était plus intéressant, à mon avis, c'est ce qu'il a dit mercredi soir. Là, mercredi soir, on avait plus la vérité des prix. Mercredi soir, il nous a bien expliqué. On n'est pas en guerre, mais on l'est un peu quand même. Bon, on ne savait plus d'ailleurs. Le ton était très guerrier, mais on n'est quand même pas en guerre. Bon, ceci dit, il y avait quand même tout. Il y avait le sang, la sueur, les larmes. Il y avait tout. Voilà. Il aurait pu finir avec Churchill, 1940. Voilà. On va en prendre plein la gueule avec cette guerre. Préparez-vous aux efforts. Et de toute façon, ce sera des efforts de guerre. On vous les demandera et il faudra vous exécuter. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui va se passer demain. C'est ça qui va se passer demain. Il faut arrêter là, avec les déclarations, oui, une belle écran d'aventure, voilà. Ça, c'est le cinéma électoral. La vérité, c'est que la situation, elle se tend. C'est que cette guerre, elle aggrave la crise économique. Cette inflation-là, qui ronge le pouvoir d'achat de chacun, qui plonge dans la misère et dans le désarroi total des millions de femmes et d'hommes. Et ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Et y compris tous les capitalistes, là, qui vont voir des marchés être mis en cause parce qu'il y a les sanctions, etc. Mais vous allez voir qu'ils vont redoubler de férocité et ils vont s'en prendre encore plus aux travailleurs. Donc, si vous voulez, moi, Alors, comment vous allez riposter, vous ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, justement, dans ma campagne, et pourquoi je suis candidate ? Je suis candidate parce que je veux faire un appel à la mobilisation. Moi, c'est un appel à la mobilisation. Alors, la mobilisation, d'abord morale, d'abord politique. Mais dans ma campagne, je le dis et je le redis, il ne faut pas marcher dans ce cirque électoral. On pourra se défendre si, à nouveau, on se mobilise, si on s'organise, donc les si syndicats, on prépare la résistance. Non, pas les syndicats, les travailleurs eux-mêmes. Parce que les syndicats, les bureaucraties syndicales, moi, je leur fais aucune confiance. Mais alors, vraiment, zéro confiance. Le mouvement des retraites, ça a été organisé par les syndicats. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, ils étaient là, les syndicats. Ils ont tordu le nez. Vous me disiez à l'instant, en disant, vous me disiez que le mouvement des retraites avait été d'une ampleur supérieure à celle des Gilets jaunes. Ça a été une mobilisation syndicale. Ça a d'abord été une mobilisation qui a été portée par ceux qui ont fait grève. Et je peux vous dire qu'y compris les bureaucraties syndicales, elles n'ont pas aidé à ce que ça se développe et à ce que qu'il y ait une démocratie, un vrai élan populaire, comme en 68. Vous preniez l'exemple de 68, la dernière grande mobilisation.
le feu a été contenu par les syndicats, contenu par la CGT, par le Parti communiste, son influence dans la classe ouvrière. Ils ont tout fait pour le circonscrire. Ils ont joué les pompiers en 68, ces bureaucraties syndicales, ces grands chefs syndicaux qui sont complètement intégrés à l'ordre actuel. Voilà, donc non, moi c'est pas ce côté-là, je ne vois pas du tout les syndicats comme une force révolutionnaire, je peux vous le dire. Vos militants sont dans les syndicats, non ? Oui, mais les militants à la base, moi je fais une grosse différence. Vous l'avez compris déjà avec la démocratie, la démocratie ouvrière et puis celle qu'on nous sert en haut. Voilà, je fais une très grosse différence. Et autant qu'il faut s'engager, il faut s'organiser. Et ça, les militants syndicaux, ils sont essentiels parce que c'est la première école de l'organisation en quelque sorte. Mais voilà, attention, les bureaucraties syndicales, elles sont intégrées au système. Intégrées. Elles ne veulent pas le changer. Elles veulent leur petite place qui leur permet de co-gérer quoi en réalité, les coups qui nous tombent sur la figure. Voilà. Donc, dans le milieu CGT, je sais qu'ils aiment beaucoup dire que la CFDT, elle passe son temps à négocier le poids et la longueur des chaînes. Mais enfin, la Confédération CGT, elle en fait autant. C'est ça la réalité. Donc, Donc les syndicats, c'est un instrument d'aliénation des travailleurs ? Je pense que les directions syndicales, les chefs syndicaux, surtout quand il y aura le feu social, l'explosion sociale, ils iront chercher leur lance incendie pour éteindre le feu comme ils l'ont toujours fait dans l'histoire. Donc moi, je ne fais que tirer les leçons de l'histoire. Et oui, je pense que, là encore, les travailleurs se sauveront eux-mêmes. Et ils n'ont pas besoin de tuteurs, ils n'ont pas besoin d'avocats, ils n'ont pas besoin de... Il faudra qu'ils s'organisent, il faudra qu'ils instaurent une démocratie ouvrière, la vraie. Il faudra qu'ils c'est quoi la vraie démocratie ouvrière ? Parce qu'on a un peu de mal à voir la différence avec la... Oui. Vous avez du mal ? Moi, j'ai un peu de mal, expliquez-moi. Eh bien, c'est dans une grève, par exemple, organiser des assemblées générales permettant à chacun de s'exprimer, donner leur point de vue, dire leur peur, dire leurs objectifs, voter et décider ensemble d'une politique et la porter ensemble, décider de la politique, des moyens aussi de mettre en œuvre. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des grèves, malheureusement, il n'y a même pas ça, il n'y a même pas cette démocratie élémentaire et de base. Mais pour moi, c'est exactement comme cela que non seulement les travailleurs peuvent avoir vraiment en main la direction de leur propre combat. Moi, je trouve élémentaire et évident que le gréviste, il doit avoir en main sa propre grève, en décider des moyens, en décider des buts. Il y a plein d'entreprises où on ne peut pas faire grève. Alors ça, c'est une autre question. Donc là, on laisse tomber. Est-ce que je vous ai répondu suffisamment sur la démocratie ouvrière ? En tout cas, j'ai entendu ce que vous m'avez dit. La démocratie ouvrière, pour moi, c'est ça. Et la plus grande démocratie ouvrière, si vous voulez, c'est ce qui s'est passé pendant la Commune. Pendant la Commune, avec la garde nationale, où il y avait une grande démocratie ouvrière dans les comités d'arrondissement qui ont composé la Commune. C'est ce qui s'est passé dans les soviets. J'entends, mais la réalité aujourd'hui... Dans les soviets, où, à la fois, si vous permettez, parce que j'ai une idée supplémentaire, où non seulement les paysans, les ouvriers réunis dans les soviets prenaient des décisions, mais se donnaient les moyens de les appliquer eux-mêmes. Il y avait une question de ravitaillement, ils décidaient de ce qu'il fallait faire, et ils le faisaient. Ils n'attendaient pas je ne sais quel, corps spécialisé, je ne sais quelle bureaucratie pour les mettre en œuvre. Ce sont les femmes et les hommes d'en bas qui faisaient les choses. C'est ça, pour moi, la démocratie ouvrière la plus large. Revenons au monde du travail aujourd'hui. Il est fragmenté, il est atomisé. Il y a je ne sais combien d'entrepreneurs qui forment finalement une manière d'exploiter les gens sans les contraintes du salariat, on va dire ça comme ça. Il y a un travail parcellisé, donc il y a plein d'endroits où on ne peut pas faire grève parce que tout simplement, il n'y a même plus de cadre géographique ou physique pour faire grève. Lorsque vous êtes livreur de pizza pour je ne sais quelle chaîne, il n'y a pas forcément l'occasion de faire grève, et pourtant, vous êtes un travailleur. Comment vous faites avec ces gens-là, avec ce salariat qui est atomisé, parcellisé, parce que c'est bien beau de faire des assemblées générales dans les usines, mais quand il n'y a plus d'usines, et quand il n'y a plus que des travailleurs éparpillés dans le pays, et chacun entretenant une relation particulière avec son employeur, comment vous faites pour créer une mobilisation ? Non, mais ce que vous me dites m'étonne parce que
Je crois d'ailleurs que Blast a couvert un certain nombre de grèves de livreurs Deliveroo. Oui. Donc, il y a des grèves de livreurs Deliveroo. Mais ces livreurs nous disent que c'est très difficile. C'est toujours très difficile de faire grève. Mais vous voyez comment... Mais c'est encore plus difficile en raison de leur statut, où ils sont dans une relation très particulière, chacun avec l'employeur. Moi, c'est ça qui m'épate. Ce qui m'épate, c'est que même dans des conditions difficiles, même avec un statut, on vous met dans le crâne que finalement, tu es ton propre patron, tu es émietté, etc. Eh bien, quand tu dois te battre, quand tu es résolu à te battre, eh bien, finalement, tu vas dans ce sens-là, dans le sens de l'organisation, dans le sens du rassemblement. Vous avez, comme moi, vu des grèves de livreurs, des Deliveroo, Uber Eats, etc., des rassemblements, des assemblées générales. Donc, voilà, c'est le sort de tous ceux qui sont exploités et qui sont opprimés. C'est de se rassembler quand ils ont envie, de s'organiser quand ils ont envie de se battre. Et vous voyez, les gilets jaunes, moi, c'est ça que j'en retire aussi. C'est que des femmes et des hommes très éloignés de toute organisation, jamais syndiqués de leur vie, jamais n'ayant pas travaillé dans des grandes usines, n'ayant pas de tradition de lutte et d'organisation, des femmes au foyer, des retraités, comment ils ont réussi d'une poussière finalement d'individus à se constituer en groupe. Ils ont trouvé la solution. Ils sont rassemblés sur les ronds-points. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé génial. Génial. On parlait d'émiettement et de parcellisation. Expliquez-moi pourquoi Lutte ouvrière, depuis le score historique d'Arlette Laguillet, qui avait fait plus de 5% en 1974. Historique, je ne sais pas pour qui, mais bon. En tout cas, elle était plus visible à cette époque que les élections qui ont suivi. Aujourd'hui, vous êtes entre 0,5, 0,6. Ouais, bon. Peut-être. Alors, très bien, on ne va pas vous faire le reproche de vous présenter, de ne pas recueillir des intentions de vote ou des suffrages dans des proportions importantes, mais on pourrait se dire... Non, parce que là, sinon, on serait voué à applaudir Zemmour, Le Pen et Macron, quand même. Pourquoi vous ne progressez pas d'élection en élection 2012, vous êtes à 0,56, 2017 à 0,64, et pour 2022, on vous donne à peu près dans la même fourchette. C'est-à-dire qu'il y a une stagnation de votre organisation. Manifestement, vous avez du mal à imprimer dans le pays. On vous voit régulièrement, mais entre deux élections, ça reste quand même un mouvement un petit peu confidentiel. Est-ce qu'il n'y a pas une incapacité à exister politiquement sur le devant de la scène ? Une incapacité à exister dans le monde médiatique et politicien bourgeois, je vous le confirme, et d'ailleurs, on n'en a aucune volonté. On n'a pas du tout l'envie. Vous voyez, on cherche vraiment pas à s'intégrer. Les travailleurs regardent la télé aussi, non ? Mais là où j'écoute la radio. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que notre capacité à exister dans le monde du travail, elle est bien réelle. Et vous savez, y compris s'il y a eu... on peut se dire que s'il y a eu les gilets jaunes, avec tous ces débats politiques, avec toute cette conscientisation qui a évolué du début, qui a progressé, c'est aussi parce que les idées que nous portons, elles infusent la société. Voilà, vous savez, moi, quand j'explique qu'il faut qu'on mette en avant nos besoins et qu'on se batte, et que de toute façon, les bourgeois et cette classe capitaliste, elle a aucune utilité sociale, il n'y a aucune raison qu'on reste dépendant d'elle. Je peux vous dire que ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd, tout ça. Alors vous dites, vous, parce que vous jugez du point de vue des scores électoraux, mais moi, quand je juge de ce que j'entends dans le monde du travail, là où je travaille, là où j'habite. Moi, je bosse, je suis enseignante, j'habite en Seine-Saint-Denis, j'ai des voisins, je ne suis pas sur la Lune, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de reconnaissance, et mes idées, elles ne tombent pas dans l'oreille de sourd. Et ce que j'ai pu dire, par exemple, sur l'Ukraine, oui. La petite dissonance que je fais entendre sur l'Ukraine en affirmant que l'impérialisme il a une responsabilité écrasante, essentielle dans tout ça, et que cette hystérie, là, Poutine, quasiment transformée en psychopathe sanguinaire, c'est de la manipulation. Je peux vous dire que ça touche énormément de femmes et d'hommes, énormément de familles, qui ne sont pas dupes, justement, parce qu'eux, ils les ont vécues. Les guerres, ils l'ont vécu, le pillage impérialiste, ils l'ont vécu. Comment ces puissances impérialistes, elles réussissent à faire que les peuples s'entretuent. Ils s'entretuent pour que, finalement, les plus riches tirent les marrons du feu. Ils l'ont vécu dans leur chair.
Alors, je peux vous dire que quand à la télé, ne serait-ce qu'en 1 minute ou en 2 minutes, je peux un peu témoigner de ça, je peux un peu dénoncer ça, je peux vous dire que ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd. Ah, ils voteront pas. Peut-être pas pour moi. D'ailleurs, beaucoup n'ont pas le droit de vote. Je ferme la parenthèse, mais beaucoup n'ont pas le droit de vote. Hein, beaucoup n'ont pas le droit de vote, et même la gauche, là, elle a abandonné le droit de vote aux étrangers. Alors ça, on ne parle même plus. Hein. Beaucoup n'ont pas de droit de vote. Certains n'iront pas voter parce que, voilà. Certains voteront vote utile, parce que c'est ça aussi le cirque électoral. Hein. On est censé choisir le prochain président de la République. Donc c'est la mascarade. Hein. On fait le tri entre ceux qui sont à peu près crédibles. Les autres, même s'il y a des choses qui vous plaisent bien, Alors qui est crédible qui vous plaisent bien, eh ben, ça ne compte pas. Donc je tiens à dire que si je vous assure que la campagne que je peux faire, comme la campagne que Philippe Poutou peut faire, et il n'aura pas beaucoup plus que moi, hein, parce qu'on est à contre-courant, parce qu'on est, etc. Mais ce qu'on porte... Mais pourquoi vous ne faites pas campagne ensemble? Pourquoi il y a une différence? Vous êtes tous les deux trotskistes? Non. Pardon. Vous êtes tous les deux... Moi, quand j'étais étudiant, il y avait une blague, c'était un trotskiste, une partie, 2 trotskistes, une tendance, et 3 trotskistes, une scission. Mais on a l'impression que c'est un peu ça, quoi. Oui, alors maintenant... Il y avait 3 candidats... Philippe Poutou, Anas Kazib et vous-même, qui vous réclamiez du trotskisme. Et alors, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Non, mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi, se réclamant grosso modo du même corpus théorique, vous éprouviez le besoin de faire 3 candidatures distinctes. Alors, d'abord, il en faut pour tout le monde. Hein, et nous, on est justement... Non, c'est pas une réponse, ça. Si, nous, on est justement pas pour la dictature, vous voyez. Et même dans le mouvement ouvrier, il peut y avoir des tendances, il peut y avoir des sensibilités différentes. Et bien, qu'elles s'expriment. Quelles sont vos différences? Alors, nos différences, vous les connaissez pertinemment. Non, quelles sont vos différences avec Philippe Poutou? Alors, c'est pas Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. C'est qu'on est 2 organisations différentes, distinctes. Hein, après... Vous poserez la question à Révolution Permanente, pourquoi ils ont scissionné avec le NPA? Moi, je ne vais pas vous répondre à la place de Révolution Permanente. Vous demanderez à Révolution Permanente. Je n'ai pas tout compris. Donc, autant qu'ils vous expliquent en direct. Mais moi, je sais très bien les différences qu'il y a entre lutte ouvrière et le NPA. Hein, et on nous le reproche assez. Mais alors, quelles sont-elles? Et on reproche assez à lutte ouvrière d'être monomaniaque, en gros, d'être obsédé que des travailleurs et de s'intéresser que aux travailleurs. Hein, et d'ailleurs, d'être complètement autiste sur tout le reste, de ne pas voir... Bon, ça, c'est un procès qui me met un petit peu en colère parce on voit... Et on combat autant les préjugés racistes, sexistes, J'entends, mais revenons à etc. Philippe Poutou. Quelle est la différence? C'est que nous, on veut se concentrer et construire un parti dans le monde du travail, dans la classe ouvrière, dans les quartiers populaires. On veut construire un parti qui permette aux exploités d'avoir une politique. Parce que nous, on pense que les travailleurs, c'est la force révolutionnaire de demain. Comme je vous l'ai dit avec les Gilets jaunes, je pense que ce qui permettra de passer un cap et d'arrêter avec ces coups d'épée dans l'eau, si la colère, elle s'invite dans les entreprises, au cœur même du système et de la fabrication des profits et du pouvoir, en fait, de la bourgeoisie. Donc, pour nous, la classe ouvrière... Mais Philippe Poutou, il veut pas ça? La classe ouvrière, c'est le levier révolutionnaire. Donc, nous, en tout cas, nous, on se concentre sur... Alors, lui, c'est un vrai travailleur. Et pas moi. C'est ça? Non, parce que moi, parce que je suis juste enseignante. C'est pas du tout ce que je dis, mais il devrait correspondre. Pardon. Philippe Poutou devrait correspondre, je dirais, à la cible que vous visez. C'est un authentique travailleur dans une usine. Un authentique travailleur, parce que moi, je suis pas une authentique travailleuse. Je n'ai pas du tout fait la comparaison, donc ne me prêtez pas un discours que je n'ai pas. Vous m'opposez. Je vous dis simplement, Philippe Poutou correspond à votre cible électorale, on va dire. Donc, on pourrait considérer qu'il y a un rapprochement possible avec lui, et on ne comprend toujours pas, à ce stade de notre discussion, je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui vous sépare. Écoutez, c'est très simple. Bien sûr qu'il y a des rapprochements avec le NPA, d'ailleurs. Dans toutes les grèves et la mobilisation, on est côte à côte, et avec d'ailleurs d'autres militants, aussi des militants de la France insoumise. Mais très clairement, nous, les petites forces que nous avons, nous voulons les employer dans cette direction-là. Donc, effectivement, nous, on construit un parti en faisant cet effort systématique de nous adresser aux travailleurs. Donc, on a une presse d'entreprise, on a toute notre organisation, elle est
elle est structurée comme ça. Voilà, c'est un point de vue différent dans la façon dont on voit qu'on doit construire notre parti. Voilà. Et c'est vrai qu'on engage sans doute moins d'énergie militante à soutenir un certain nombre de luttes parce qu'on n'en a pas les moyens. Et donc, c'est un choix qu'on fait de concentrer notre énergie, nos efforts dans cette direction-là. Mais c'est un choix politique. C'est un choix politique. Ça ne nous empêche pas de soutenir bien d'autres combats. Mais c'est vrai que notre nom, vous savez, lutte ouvrière, lutte ouvrière reflète ce choix fondamental. Voilà. Alors, je sais que, et dans cette campagne, vous voyez, même dans la campagne, il faut être, un peu malhonnête pour pas voir la différence, parce que moi, je dis le camp des travailleurs, c'est sur nos affiches, les travailleurs, ils font tourner la société, ils doivent la diriger. C'est tout ça que j'exprime. Quand on a une campagne du NPA qui mène une campagne contre anticapitalistes, antiracistes, féministes, etc. Donc toute une série de, Vous êtes féministe à Lutte ouvrière ? Oui. Féministe révolutionnaire, attention. Parce qu'il y a des féministes bourgeoises aussi. Il y a beaucoup de féministes qui sont tout à fait pour l'ordre établi. Voilà. J'ai écrit j'ai voulu un peu rassembler nos positions, donc j'ai écrit un livre où j'ai raconté la lutte des suffragettes. C'était des féministes, mais Emily Pankhurst, c'était une sacrée, elle était la dirigeante, elle était vraiment pour l'ordre social. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a été à fond pour l'union sacrée, etc. C'était pas une révolutionnaire. D'accord. Elle était pour l'égalité, mais par exemple, elle n'était absolument pas pour. Par exemple, aujourd'hui, contre l'exploitation. Un mouvement comme MeToo, ça vous parle ? Est-ce que vous avez intégré ces revendications dans votre discours, dans votre réflexion ? Cette prise de conscience, d'abord, que la parole des femmes doit être entendue, que la parole des victimes doit être entendue. Évidemment. Comment ça se traduit concrètement dans votre réflexion, dans vos analyses, dans vos propositions ? Évidemment. Mais moi, je vais vous dire que c'est pas très nouveau, en fait. On a besoin à chaque fois de dire c'est la nouveauté, c'est la nouveauté, c'est la nouveauté, etc. Mais le mouvement ouvrier, ça a toujours été ça. Vous savez, les grandes révolutionnaires dont je me réclame, Rosa Luxembourg et Clara Zetkin, elles ont toujours mené ce combat. Prenez Louise Michel, prenez Florent Tristan. Ce sont des révolutionnaires féministes qui ont toujours considéré que l'émancipation, ça devait être l'émancipation totale de tous les êtres humains, y compris de la prolétaire du prolétaire, qui était la femme dans le foyer ouvrier. Donc, évidemment, pour nous, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui a toujours traversé le mouvement ouvrier. Et ça, moi, j'ai envie quand même de le dire, parce que, des fois, j'ai l'impression qu'on réinvente l'eau chaude, quoi. Je suis désolée, mais le mouvement ouvrier, il a ouvert pour moi, c'est un capital, mais d'une richesse inouïe. Alors moi, j'entends des porte-paroles du mouvement MeToo, mais qui n'ont rien contre la propriété capitaliste, qui n'ont rien contre l'exploitation. Donc en cela, je ne me sens pas du tout d'accord avec elles. Non, justement, donc si vous voulez, MeToo, c'est pas des anticapitalistes. Vos sources d'inspiration, c'est donc, vous me dites si je me trompe ou pas. Donc, c'est Karl Marx et puis Trotsky, le programme de transition, en passant etc. par Rosa Luxembourg, vous voyez, une variété. Bon. Je viens de vous le dire. Clara Zetkin, Louise Michel, Flora Tristan, Elisabeth Dimitrieff pour la Commune. D'ailleurs, je crois qu'il y a même son. Oui, elle est là, ici présente. Souvent, on vous fait le reproche de vous être arrêté à Trotsky. C'est quand même le siècle dernier. Il s'est passé pas mal de choses depuis, y compris dans la réflexion des mouvements révolutionnaires. Il y a eu des avancées, il y a eu des avancées théoriques, des réflexions qui font qu'on a l'impression un peu que vous êtes arrêté dans l'histoire. Alors, quelle avancée théorique pour la Révolution avez-vous trouvé ces dernières années ? Une infinité de penseurs qui ont écrit, mais c'est ce rapport que vous entretenez avec une espèce de, on va dire, un peu de fétichisme d'un certain nombre de textes, non ? Écoutez, excusez-moi, mais... Même la forme de votre parti. La forme de votre parti, c'est grosso modo le parti bolchevique de Lénine, c'est-à-dire un parti avec une structure un peu militaire quand même. Vous utilisez le mot que vous voulez.
Mais Voilà. est-ce que c'est vraiment, non, mais je vous pose la question. Je vous laisse le mot. C'est Je vrai l'assume. qu'en général, Mais est-ce que c'est la forme d'organisation qui correspond à la période? D'abord, je tiens à vous dire une chose, c'est que vous voyez comment la politique de Lénine, elle nous sert pour trouver une orientation dans le conflit, dans cette guerre en Ukraine. Elle nous sert. J'en vois pas d'autres qui nous servent mieux que celle-là. Je n'en vois pas d'autres, mais vraiment pas d'autres. Voilà. Donc, et j'écoute tout ce que disent les uns et les autres. Mélenchon, il dit quoi? Qu'il faut convoquer, je sais pas quel obscur Conférence sur les frontières. Conférence sur les frontières, mais il me fait marrer. Voilà. J'en vois pas d'autres. Pourquoi donc? Je n'ai pas. Mais parce que on va convoquer les Biden, les machins qui discutent déjà dans l'ONU, qui se téléphonent, etc. On va les mettre autour d'une autre table avec une autre étiquette, conférence des frontières. Mais c'est de la blague. Les mêmes, on met les mêmes autour d'une table et ils vont dire des choses différentes. Mais c'est de la blague. Moi, dans cette situation-là, dramatique et tragique, il y a que la politique de Lénine qui m'aide, vous voyez. Il y a que celle-là. Et voilà, alors, si vous envoyez, si vous voyez une autre, dites-moi. Mais là, on les a toutes passées en revue. Il n'y a que celle-là qui m'aide. Il n'y a que celle-là qui nous offre une porte de sortie. Alors après, vous me reprochez de puiser dans Marx. Moi, je ne vous reproche rien. Moi, je vous pose des questions. Vous me dites, comment fait-il que vous soyez encore à puiser dans Marx? Oui, on a encore à puiser dans Marx. Et je pense qu'on n'a même pas encore tout épuisé, les ressources de Marx. Parce qu'on est confronté toujours à cet obstacle de la propriété privée capitaliste. Voilà. Et puis parce que je pense que tout ce que Marx a mis en avant, y compris cette idée, et ça, il fallait être un sacré intellectuel, un sacré penseur pour, en 1848, le dire. Mais cette idée de dire que le capitalisme, il allait finalement créer une forme de socialisation des moyens de production, de socialisation même du capital d'un certain côté. Et que finalement, ça allait être les prémices, et en tout cas les bases réelles d'une société supérieure, le communisme, qui finalement, qu'est-ce que c'est le communisme? C'est uniquement cette idée qu'il faut qu'on prenne le pouvoir et qu'on l'exerce ensemble. Parce que produire ensemble, c'est bon, c'est déjà fait. Le capitalisme, il nous a déjà fait produire ensemble. Il nous a déjà fait produire tous ensemble à l'échelle mondiale. Les multinationales, c'est quoi? C'est la socialisation du système productif. Donc finalement, ce qu'avait dit Marx en 1948, mais si vous voulez, ça c'est la concentration des moyens de production, cette socialisation. Moi, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche du communisme tel que Marx, finalement. Les événements, l'évolution de la société l'avait mis en lumière en 1948. Les événements semblent vous donner raison, l'évolution de la société semble vous donner raison. Et pourtant, vous n'arrivez pas à peser sur le cours des choses. Pourquoi? Parce que, je ne vous ai pas répondu peut-être à cette question là tout à l'heure. Vous savez, les luttes collectives, il y a des hauts et il y a des bas. Voilà. Les luttes collectives, la conscience ouvrière, il y a des hauts et il y a des bas. Voilà. Et je sais que on parle de 68, mais avant 68, il y avait la guerre d'Algérie, cette infâme guerre d'Algérie, où il y avait de quoi se dire, mais c'est fou, on se laisse, ils font la guerre, c'est cette guerre infâme en notre nom. Il était où le mouvement ouvrier? Il était au fond du fond. Et puis il y a eu 68 après. Donc voilà, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des périodes entières où les opprimés, ils trouvent pas le moyen de se révolter. Et alors aujourd'hui, puis il y a des périodes où ça surgit. Et vous savez, même nos scores électoraux, ils ont souvent, suivi cette courbe des hauts et des bas, parce que vous avez là, ils bougent pas beaucoup. Ça montre aussi un certain niveau de conscience et de combativité. Malheureusement, il y a certes eu les gilets jaunes, mais il y a aussi tout ce désarroi qu'on sent dans le monde du travail, c'est-à-dire qu'à la fois il y a cette angoisse et en même temps, par quel bout on peut le prendre? Comment on peut se défendre? Et ça, c'est des questions, pour l'instant, les travailleurs, ils réalisent, je pense, que c'est un combat d'envergure et c'est difficile d'aller à la bagarre. Donc, je pense que, oui, nos scores, ils sont liés à ça, fondamentalement. Et moi, je l'ai dit quand même assez tranquillement, parce que vous voyez, les fameux bolcheviks qui ont offert cette porte de sortie en pleine boucherie mondiale qui a été la Première Guerre mondiale, ils représentaient quoi en 1913?
et en 1914, ils étaient en tôle. Pour ceux qui tenaient leur cap, ils étaient en tôle et ils représentaient rien et ils n'étaient pas entendus, ils n'étaient pas audibles. Voilà, nulle part. C'était l'union sacrée partout. C'était ça la majorité des idées. Donc les révolutionnaires, faut réaliser qu'ils sont condamnés à être à contre-courant et à être minoritaires. Jusqu'au jour jusqu'à ce qu'il y ait de l'ébullition. Mais vous savez, même une petite ébullition. Une vie sacerdotale. Non, c'est pas une vie sacerdotale. Être exploité, c'est une vie sacerdotale. Quand on est exploité, qu'on s'en prend plein la gueule et qu'on se résigne, ça, c'est une vie sacerdotale. Quand on a l'idée qu'un jour on les aura, qu'un jour on les renversera, là, je peux vous dire que non, c'est le contraire. C'est le contraire. On prépare le combat. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Merci Nathalie Arthaud. Je vous remercie.